Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Bienvenue dans cette émission de Interrogeons-nous. Nous rappelons que, d'entrée de jeu, que notre mission consiste à trouver des outils pour que nous puissions nous approprier du réel, pour le dominer, pour le dompter, pour trouver le sens qui nous convient et certainement pour rentrer en confrontation avec les autres civilisations qui nous imposent ce qu'elles veulent, qui nous imposent ce qu'elles sont. Et pour cette réflexion sur les conditions d'élaboration d'une méthode scientifique, nous avons invité le professeur Mouchili pour que nous en parlions, pour que nous discutions. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour. Professeur Mouchili, dans un contexte comme le nôtre, où la science nous rebute, où nous refoulons la science, où nous n'avons pas toujours recours à elle pour donner sens à ce que nous sommes et à notre environnement, nous avons trouvé important de discuter des conditions d'élaboration d'une méthode scientifique. Parce que nous avons beaucoup de chercheurs qui n'ont pas, comme vous, fait la philosophie et qui s'interrogent sur les chemins qu'ils peuvent prendre pour pouvoir réussir à inventer quelque chose, pour pouvoir innover sur le plan scientifique. Quel regard posez-vous d'entrée de jeu sur notre contexte? Disons qu'aucun cerveau n'est naturellement prédisposé à entrer dans un cadre de travail contraignant. Quand même, tous les cerveaux auraient, par nature, des prédispositions qui leur donnent la capacité à faire de la recherche. Il faut être sous la pression existentielle pour penser la nécessité de s'employer à la recherche, et plus précisément la recherche scientifique. Oui. Lorsque ces bases sont posées, on comprend donc qu'on incite un peuple à développer le sens de la recherche. On motive une jeunesse à participer de la réalisation d'un développement dans son pays. Pour cela, l'éducation, la formation sont des moteurs incontestables, propulsant l'être humain à la volonté de faire la recherche. Il n'y a pas un génie inné qui serait déterminé à faire la recherche dès la sortie du sein de sa maman. Ça n'existe pas. Mais on a des potentialités à être génie qu'il faut mettre en œuvre. Ça signifie que dans un contexte où on n'est pas voué à la recherche, il faut retrouver le déficit qui justifie cela dans la méthode d'éducation, dans les méthodes de formation et dans les capacités pour un gouvernement à inciter sa jeunesse à la recherche. Relevons que chaque individu représente une ressource pour la recherche. Une ressource potentielle. Oui. Potentielle. Parce que on ne cherche pas parce qu'on est un être humain. On cherche parce qu'on a été éduqué à cela. On a été formé à cela. Voyez-vous? Oui. C'est-à-dire, il faut créer en l'individu la pression créant la nécessité de chercher. Voyez-vous? Oui. Et cette pression ne naît que de l'apprentissage, de la formation qu'on subit afin d'être capable de penser sa vie et de vivre sa pensée. Professeur, vous parlez d'apprentissage. Oui, oui. Posons la notion de méthode. Oui. Qu'est-ce que la méthode? La méthode, c'est la structure organisationnelle qu'on donne à une démarche, c'est-à-dire à un système de raisonnement qui peut intégrer à la fois la théorie et la pratique, de façon à ce que, au bout de ce raisonnement, qu'on obtient
qu'on obtienne un résultat universellement acceptable. Mais ce n'est pas le résultat qui compte le plus. C'est la méthode, c'est-à-dire la démarche organisée, structurée, fondée sur des bases de rigueur, hein, des nécessités dans l'enchaînement des idées et très fondamentalement pouvant convaincre l'ensemble des subjectivités au point où on en arrive à une intersubjectivité qui ne se justifie pas à partir d'une quelconque convention, mais qui se justifie à partir de l'impossibilité de remettre en question la logique qui a conduit à cet enchaînement, à ce mode d'enchaînement des idées. Ici, on parle d'un principe de rationalité que crée notre capacité à être intelligent. Voyez-vous? Donc, on sort des préjugés, c'est-à-dire, il faut déjà être capable d'être sorti des préjugés, parce que accéder à la science, nous dit Bachelard, c'est rajeunir spirituellement. Oui. Voilà. Lorsqu'on a pris cette tendance à se dépoussiérer de tout ce qui nous caractérise comme préjugés, comme dogmatisme, On est né de nouveau. on est né de nouveau. Mais cette fois-là, c'est en science, pas dans nos églises de réveil qui nous enferment dans l'abîme de l'ignorance. Donc, ben, ça, c'est pour dire qu'il faudrait déjà avoir bénéficié d'une formation qui nous permette de penser objectivement. Et toute méthode scientifique est fondée en objectivité. Et les principes de cette objectivité sont le principe de logique, le principe de nécessité et le principe d'universalité. Et quand je parle du principe de nécessité, il s'agit à la fois de la rigueur théorique et ou expérimentale qui structure la démarche de notre raisonnement ou de notre volonté de traduire en pratique un système élaboré théoriquement. Parce qu'aujourd'hui en science, il n'existe pas de théorie qui serait fiable si dans la pratique, on ne peut pas expérimenter cette idée. Prof, j'imagine qu'il y a des étudiants, il y a des chercheurs qui nous regardent. Oui. Nous allons prendre un petit moment pour parler des principes de logique, Oui. de nécessité et d'universalité. Commençons par le principe de logique. Le principe de logique, disons que c'est ça, l'ensemble de savoir emprunte à la mathématique, la démarche logique. Et la démarche logique ici est la possibilité de féconder une réflexion qui ne s'appuie pas sur notre subjectivité, qui nous déconnecte de toutes les formes de dogmatisme et de préjugés pour se fonder sur un principe impersonnel acceptable par tous. Dans lequel on peut mettre la démonstration. C'est ça la logique. C'est la logique qui gouverne la démarche de notre démonstration. Oui. Maintenant, dans cette démonstration, intervient le principe de nécessité. Ça veut dire quoi? Que l'enchaînement des idées à l'intérieur d'une théorie doivent être énoncés de manière à ce que, en enlevant un seul mot ou une seule pièce dans la logique de montage d'un mécanisme, que le puzzle ne se renverse pas. Oui, si on enlève un élément, le raisonnement n'a plus de consistance. Oui. C'est ça le principe de nécessité. Oui. Ça veut dire, vous êtes peut-être dans le laboratoire, vous êtes en train de, disons dans une usine de montage de véhicules. Alors vous êtes en train de monter et à un niveau vous oubliez une pièce. Non, ça ne va pas la donner. D'où le principe de nécessité. Qu'on soit en théorie ou en expérimentation, le principe de nécessité, c'est tel que l'enchaînement des idées ou des propositions à l'intérieur d'une théorie doivent être structurés de manière à ce que si un élément manque, le système n'a plus de sens. Il s'écroule. Oui, ça s'écroule. Qu'on soit dans le montage technique, pratique, ou dans le raisonnement théorique. Oui. Dans les deux cas, ce principe de nécessité est absolument nécessaire. Et le principe d'universalité? Le principe d'universalité est ceci.
parce que le raisonnement est de type impersonnel, cela attire l'adhésion de tous parce que le modèle est tel que, en mettant en pratique un raisonnement, on n'observe pas d'échec. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tout le monde adhère inconditionnellement à la formule E est égal à mc carré? C'est parce que le déploiement de l'énergie qu'effectue un électron en mouvement ne peut pas se calculer autrement qu'en prenant la masse de cet électron qu'on multiplie par le carré de la vitesse de la lumière. Voyez-vous? Oui. Voilà. Ce principe est si ajusté et juste qu'on n'a pas encore les moyens de prouver cette mesure autrement. Donc, c'est-à-dire de mener la même mesure autrement. J'allais revenir sur le caractère provisoire de la recherche, justement pour dire qu'on ne peut pas affirmer. C'est pour ça que vous dites qu'on n'a pas encore les moyens de mener la mesure autrement. Oui, on n'a pas encore les moyens de mener la mesure autrement. Oui. Mais c'est la façon, le paradigme le plus plausible qu'on a jusqu'ici pour penser la quantité d'énergie que déploie un électron en mouvement. Prof, quand on parle des conditions d'élaboration d'une méthode de recherche, est-ce qu'il... J'aurais voulu conclure en disant que ces trois principes, le principe de logique, le principe de nécessité, le principe d'universalité, donnent droit à ce qu'on appelle en science l'objectivité. L'objectivité. Oui. Merci, professeur. Quand on revient sur les conditions d'élaboration d'une méthode scientifique, est-ce qu'il s'agit d'une question solitaire ou alors il s'agit d'une affaire d'équipe? La science peut se faire... Disons que dans le travail de laboratoire, l'inspiration scientifique n'arrive pas à tout le monde le même jour et au même moment. Nous avons très bien des traditions dans lesquelles on a désigné le résultat des recherches par en les connectant de leurs inventeurs. Quand vous pensez au bacille de Koch, voyez-vous, bon, il y a beaucoup d'autres systèmes. Quand on parle de la loi de Faraday, la loi de Lavoisier, il y a des recherches comme ça qui sont connectées directement à des personnes, à des sujets. Oui. Mais dans les conditions d'effectuation, la science reste impersonnelle. Vous pouvez, il n'est que le premier à avoir élaboré la théorie. Ça ne signifie pas que la théorie lui appartient nécessairement. Parce que nous utilisons aujourd'hui les chiffres arabes. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus des Arabes. C'est parce que les conditions sont telles qu'on ne peut pas utiliser d'autres chiffres pour mener fluidement, de façon fluide, la mathématique. On constate d'ailleurs que... Imaginez qu'on soit obligé de faire la mathématique à partir des chiffres romains. Quand il faudrait écrire 1500, vous savez tout ce que cela implique. S'il fallait utiliser les chiffres européens, qui sont les chiffres romains par exemple, pour faire la mathématique, ce serait très compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Or, la mathématique est plus fluide avec les chiffres que nous utilisons aujourd'hui, qui sont des chiffres arabes. Bon, mais ça ne signifie pas que ces chiffres devraient scientifiquement appartenir aux Arabes. Mais à partir du moment où on les utilise de façon impersonnelle, au nom de ce principe d'objectivité, ça devient un principe universel. Donc du coup, on voit d'ailleurs que les prix Nobel qu'on a donnés ces dernières années, c'est parfois 2 personnes, 3 personnes. Il y a souvent une équipe derrière, même si... La science aujourd'hui est plus prolifique quand on travaille en équipe. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des conventions réglementant le système de recherche. Mais dans une phase primitive, les scientifiques ne pouvaient pas penser automatiquement à commencer avec des équipes. Non, ce n'était pas nécessairement possible. Voyez-vous, quand Aristarque de Samos pense que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil en son temps, est-ce qu'il peut déjà constituer une équipe de recherche avec quel type de laboratoire, quels instruments? Voyez-vous, bon, aujourd'hui, il faut tenir les instruments chacun par un bout, d'où la nécessité de constituer des équipes, parce qu'il faut des séances d'autocritique en science. Et dans cette séance d'autocritique, il va falloir se remettre en cause à l'intérieur de l'équipe afin d'élaborer des systèmes les mieux performants
et elle est plus acceptable par la société. Puisqu'on ne fait plus la science pour s'adresser dans le laboratoire. La science a absolument une incidence sur la condition d'existence. Oui. Oui. Prof, quelle place donner à l'intuition dans tout ça? L'intuition est capitale à ce niveau. Mais il faut avoir deux niveaux d'intuition. L'intuition sensible, qui est comme une sorte d'événement qui arrive parce que soit on a rêvé, soit on a été en contact avec une population exprimant un besoin et ça nous donne, ça réveille notre intuition dans la capacité de rechercher. Et aussi l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition intellectuelle. C'est ce que j'ai appelé lors d'une autre émission la sérendipité. Ici, il faudrait voir cela comme parce qu'on est performant en recherche, parce qu'on est habitué dans un laboratoire, on peut développer une sorte de réflexe scientifique permettant d'inventer autre chose que ce qui a été pensé avant même l'entrée en laboratoire. Ça veut dire, à ce niveau, il y a deux niveaux d'intuition. Et Descartes parlait de ces différents niveaux d'intuition, l'intuition sensible, l'intuition intellectuelle. Dans cette intuition intellectuelle, c'est-à-dire, c'est des capacités qui surgissent par moment dans le cours de l'action et qui nous amènent à développer une autre sorte de performance. Parce que face à l'action, l'homme a une capacité de réagir qui pourrait contrarier l'idée même qui nous a amené, qui l'aurait amené en laboratoire. Voyez-vous, à ce moment-là, cette intuition qui n'est plus une intuition née de la sensibilité, mais c'est une intuition intellectuelle. Et cette intuition intellectuelle naît parce qu'on est en pleine activité intellectuelle et notre intelligence, dans sa capacité d'improviser, d'être proactif, peut penser autrement. Sinon, quand on est dans un hôpital, pour toute maladie à soigner, il y a des protocoles. Oui. Mais si en respectant tous les protocoles, le malade ne guérit pas, est-ce qu'on va s'asseoir et attendre? Non. Oui. L'éthique médicale dit que lorsque, par exemple, un peuple est en détresse et que le médicament pensé pour cette maladie est même seulement en phase d'hypothèse, vous avez le droit d'expérimenter cela directement sur les malades parce que n'ayant pas d'autre solution, on ne peut pas rester les bras croisés et voir comment les gens meurent, tout simplement parce que dans le système de protocole médical en usage, il n'y a pas encore une technique pour prendre en charge telle ou telle maladie. Ce n'est pas pour justifier la position de ceux qui nous proposent les vaccins sur le coronavirus. On dit que ce n'est pas puissant, ce n'est pas apte, ce n'est pas parce qu'ils ont nécessairement l'intention de mettre en péril l'existence humaine. Parce que cette existence est déjà mise en péril par la seule présence du corona. Faut-il ne rien faire? Faut-il essayer, quitte à ce qu'on invente des vaccins qui ne vont répondre à nos attentes qu'après 5 ou 10 doses? C'est ça qu'il faut faire. Et ils sont dans le respect de la logique des pratiques médicales. Ils ne sont pas en dehors. Voyez-vous? Oui. Bon, même seulement, comment avons-nous intégré le code de Nuremberg de 1947 où on a introduit dans l'art médical le principe du consentement éclairé, le concept de patient, parce que c'est en 1947 qu'on commence à appeler le malade patient. Puisqu'avant 1947, en l'absence du code de Nuremberg, dans certains pays, on faisait des tests médicaux sur des personnes, même en santé. On pouvait... Vous avez même vu en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, où on faisait des essais médicaux sur des personnes vivantes. C'est-à-dire, bon, on faisait des... Vous voyez, quand on vous ouvre votre corps à vue pour faire des démonstrations ou des recherches scientifiques, ce n'est pas humainement supportable. C'est pour cette raison que le code de Nuremberg, la déclaration de Helsinki en 1964, tous ces protocoles conventionnels ont permis de penser le malade autrement qu'autrefois. Le malade aujourd'hui n'est pas une infra-personne. Le malade est aussi une personne que les autres malades, que les autres personnes se considérant comme en santé. Voyez-vous? Bon, tout ça fait que aujourd'hui, pour se positionner comme
scientifiques de notre univers, il faudrait aussi être capable de comprendre l'éthique qui gouverne toutes ces disciplines scientifiques. Parce que on peut être très facilement porté à critiquer alors même qu'on n'a pas compris les clauses de la démarche d'une discipline. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologie autour du coronavirus aujourd'hui, mais pensez-vous qu'en l'absence d'idéologie, on aurait fait autrement que de commencer à essayer les médicaments déjà présents? Prof, on n'a qu'à prendre les débuts du corona. On a tâtonné, tout le monde a tâtonné. Est-ce qu'on porte les masques? Est-ce qu'on ne porte pas les masques? C'est tel médicament qui soigne, c'est plutôt tel autre médicament qui soigne, Oui, oui. c'est la chloroquine, c'est plus... Donc, je pense que ça a été peut-être une expérience publique. Une expérience publique, c'est-à-dire Oui, en oui. dehors du laboratoire, Oui, oui. d'essais communs sur une question de maladie qui s'est posée au monde entier. Disons que le tâtonnement ne s'exclut pas de la science. Oui, C'est une phase importante dans la recherche scientifique. Mais au bout du tâtonnement, il y a ce que Karl Popper, ça se dit mieux en anglais, appelle trial and error elimination. Les essais, puis élimination des erreurs. Pourquoi? Parce que tout essai n'est pas nécessairement concluant. oui, Bon, maintenant, les erreurs qui sont posées peuvent être éliminées et on arrive aux arguments les plus plausibles et les plus acceptables. oui. Mais il faut d'abord essayer. Quand je dis trial and error elimination, voyez-vous, ça signifie qu'on ne peut pas penser que du coup, on aura La solution. la solution. Oui. Parce que nous évaluons tous sur la base de l'argumentation du politique, sur la base de nos préjugés et sur la base de ce que le capitalisme a amené aujourd'hui comme un système politique et économique dans lequel ou pour lequel les hommes sont désormais, Des clients. oui, tout simplement, Oui. des agents économiques. Oui. Les hommes ne sont plus considérés comme des êtres humains en société. Ils sont plus agents économiques qu'autre chose. Ce qui fait que quand vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous n'existez pas. Oui. Alors, avons-nous fait tel vaccin ou telle méthode de traitement juste pour vendre, juste pour continuer l'impérialisme occidental? Pourquoi seul un certain nombre de laboratoires de recherche en sont capables? Tout ça fait que on a ce préjugé qui nous détermine, mais parce que nous sommes englués dans un système économique qui élimine d'emblée ceux qui ne sont pas capables de compétences, d'efficacité, de rendement, de production et de compétitivité. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, quand vous ne répondez pas à ces critères, il y a de fortes chances qu'on puisse vous éliminer de la carte du monde sans vous le dire. Et vous êtes réduit à des consommateurs. Des clients. Ou bien à un parc humain qu'on devrait entretenir dans sa nature afin que ces humains ne soient pas capables de développer à leur tour leur continent. Parce qu'au nom de l'équilibre écologique, on pourrait vous convaincre de ne pas développer la technologie au même titre que les Européens, que les Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, l'ayant fait, le monde est en décrépitude. On a peur que d'ici 50 ans, on ait encore une augmentation de température d'au moins 2 degrés Celsius. Or, il faut retarder le plus possible Le réchauffement le climatique. réchauffement climatique. Prof, est-ce que l'intuition sensible ne suggère pas nécessairement l'intuition intellectuelle? Ou bien, je pose la question autrement, est-ce que l'intuition sensible ne doit pas suggérer l'intuition intellectuelle? Bon, il faut déjà être intellectuel pour que l'intuition sensible suscite l'intuition intellectuelle. Oui. Parce que, bon, si on n'est pas, si on n'est pas un intellectuel, comment le penser? Mais quand on est dans une activité scientifique, l'intuition sensible, c'est-à-dire, l'intuition sensible, ça peut être quoi? Nous sommes peut-être dans le début de médecine. Les formes d'anesthésie actuelles n'existent pas encore. Et on voit que ce qu'on utilise comme système d'anesthésie met plus davantage de gens à mort qu'il ne suscite ou bien le retour à la vie. Alors on fait comment? On peut avoir... On a d'abord eu l'intuition de penser une méthode d'intervention chirurgicale qui n'entraîne pas nécessairement la mort. Bon, maintenant,
la méthode utilisée n'est pas assez efficace pour maintenir les hommes en vie. Alors, on pense une autre façon. C'est-à-dire, vous voyez comment on parle de l'intuition sensible à l'intuition intellectuelle. C'est-à-dire, puisque cette méthode n'est pas nécessairement efficace, il faut passer à un niveau supérieur, de façon à éliminer progressivement les erreurs. Oui. C'est-à-dire, ce que Karl Popper appelle error elimination. C'est-à-dire que même avec Bachelard, dans la position scientifique, quand on parle de la méthode, tout discours sur la méthode est un discours de circonstance. Pourquoi? Parce que la science évoluant par rupture épistémologique, on est bien obligé de savoir que les instruments que nous utilisons actuellement ne pourront pas répondre aux attentes des témoins, étant donné que les paradigmes peuvent changer au nom du fait qu'on serait en train d'éliminer la marge d'erreur encore trop grande dans le niveau actuel de la recherche. Prof, terminons par là où on aurait dû commencer. Est-ce que le problème n'est pas fondamental dans la méthode? Non, c'est la méthode qui fait la science. Ce ne sont pas les résultats nécessairement. Oui. Parce que quand nous comprenons la méthode scientifique, Oui. nous comprenons que la science est la recherche des possibles. C'est-à-dire, la fonction de la science n'est pas nécessairement de nous amener vers des vérités absolues et incontestables. Mais la fonction de la science, c'est de créer des conditions d'émergence d'une crédibilité et d'une précision dans le processus de réalisation méthodologique et l'obtention des résultats que nous aurons en science, tout en sachant que chaque résultat est une hypothèse pour une future recherche. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'avoir accepté cette discussion sur les conditions d'élaboration d'une méthode scientifique. Chers téléspectateurs, vous constatez par vous-même que chacun de nous à son niveau devra continuer à chercher, continuer à lire, continuer à expérimenter et partager avec nous ses intuitions sensibles qui doivent devenir des intuitions intellectuelles pour que nous soyons capables de prendre en charge nos vies et nos existences. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que l'Afrique gagnera quand vous serez tous abonnés. Merci, professeur Mouchili. Je vous remercie pour cette invitation.